Alors, cette première question qui est un peu spéciale, je vais y répondre et je vais la mettre en ligne, donc sur YouTube. Pour ceux qui verront cet extrait gratuit sur YouTube, sachez que c'est un extrait et que pour voir la suite des questions-réponses, il faudra cliquer sur le lien en dessous, donc dans la description de cette vidéo extrait. Vous vous abonnez à ma page Patreon pour regarder la suite de la vidéo. Voilà. Alors, donc c'est une question qui nous vient d'une Iranienne, je ne vais pas dire son prénom, parce que je crois que c'est son vrai prénom, qui est une opposante à l'État iranien actuel, qu'en Occident on appelle le régime des ayatollahs, d'autres disent le régime des mollahs, ce qui est impropre parce qu'un mollah est l'équivalent d'un curé. Voilà. Alors, donc je vais lire j'ai déjà lu la question. Enfin, il y a une série d'affirmations et de questions. C'est assez long. Par honnêteté intellectuelle, je vais lire en intégralité. Et ce que je vais faire, c'est que comme il y a beaucoup d'affirmations, d'arguments, etc., je vais y répondre progressivement, étape par étape. Alors, donc, elle me dit, bonjour Monsieur Indy. Vos réflexions et analyses sur la géopolitique mondiale sont toujours très pertinentes et je les écoute avec attention. Cependant, je suis en profond désaccord avec vous concernant la situation en Iran qui est selon moi catastrophique. Donc, elle commence par dire qu'elle est en accord avec quasiment toutes mes analyses géopolitiques, voilà, mes réflexions et analyses géopolitiques, mais elle est en désaccord avec moi sur ce qui se passe en Iran. Alors d'abord, il faut que je précise une chose, c'est que moi, donc je fais de la géopolitique, je ne suis pas Bernard-Henri Lévy, je ne m'occupe pas de ce qui se passe au sein des sociétés. Je peux m'y intéresser, je me suis intéressé à l'histoire de l'Iran, à la société iranienne, mais je m'exprime très peu sur la société iranienne, à part quand il s'agit des contestations euh, qui sont manipulées directement ou indirectement. La manipulation indirecte, ce sont les pressions économiques et les manipulations sur la monnaie iranienne pour provoquer des manifestations comme on l'a vu en décembre 2025. Et directement, c'est, comme on l'a vu durant ces manifestations, c'est-à-dire des gens armés sur le sol iranien, qui viennent notamment aussi du Kurdistan irakien, qui pénètrent sur le sol iranien et qui utilisent des armes contre les forces de l'ordre. Voilà. Donc ça fait l'unanimité. Ça a été même les Américains s'en sont vantés, l'ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, s'en est vanté, en saluant les agents du Mossad qui accompagnaient les manifestants. Voilà, donc moi je me situe là, c'est-à-dire dans l'analyse géopolitique, et quand je rentre dans l'analyse des sociétés, c'est surtout pour traiter de l'implication géopolitique dans les bouleversements qu'il peut y avoir au sein des sociétés. Donc voilà, c'est déjà très important de le dire. Je ne juge pas tel ou tel régime. Je n'ai pas de sympathie ou d'antipathie particulière pour tel ou tel régime, puisque je ne le subis pas. Genre, moi, je peux critiquer le régime sous lequel je vis, voilà, que je subis, notamment en France. Mais pour ce qui est de l'Iran, je laisse les Iraniens gérer cela. Et je ne suis pas naïf, je sais très bien que l'État actuel, le régime actuel ne fait pas l'unanimité. Je suis au courant. On continue. Permettez-moi de vous faire part de mes remarques qui seront, je l'espère, partagées et commentées dans un prochain épisode des questions-réponses mensuelles. Voilà, donc c'est fait. Et c'est même en extrait diffusé pour le plus grand nombre. Parce que c'est bien qu'il y ait du débat, qu'il y ait du dialogue, et les différences sont de cloche.
même si là, comme on va le voir dans la question, c'est surtout le son de cloche qu'on entend dans les grands médias. Mais bon, il est rare qu'on soit confronté directement. Alors, donc je suis une Iranienne de 34 ans, née à Téhéran. J'ai fui mon pays il y a 8 ans pour venir m'installer en France. Mes parents, amis et cousins sont toujours en Iran, prisonniers entre oppression du régime islamique et sanctions économiques des Occidentaux. Donc, elle reconnaît quand même que les sanctions économiques occidentales, surtout américaines, y sont pour quelque chose dans la dégradation de la vie des Iraniens. Ces derniers jours, des milliers de mes sœurs et frères ont été arrêtés par le régime, torturés et tués. Donc, alors, le message date de janvier 2026. Donc, on est dans la période de manifestation de décembre à janvier. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu des manifestations. Je donne juste le contexte, hein, je ne suis pas là pour dire ce qui est vrai ou faux. Mais il y a eu des manifestations des gens du bazar, donc les commerçants du bazar de Téhéran, à la suite de manipulations monétaires reconnues par le secrétaire d'État au Trésor, le secrétaire au Trésor américain. Donc l'équivalent du ministre de l'économie et des finances des États-Unis a déclaré qu'ils avaient opéré des manipulations financières, monétaires, pour provoquer la crise en Iran, donc l'inflation. Ce qui a provoqué les manifestations des gens du bazar, des commerçants du bazar, qui n'a pas été réprimé. Ça a été les premiers jours. Et il y a eu dans un second temps des manifestations violentes. Et on a vu des images, hein. Il y a eu des vidéos qui ont circulé. D'ailleurs, je l'ai montré dans une de mes chroniques. On voit des gens, des manifestants entre guillemets, tirer à l'arme à feu, au fusil à pompe. Voilà. Maintenant, il y a des informations d'après lesquelles il y aurait eu... alors, en Iran, ils disent, je crois, entre 1000 et 2000 morts, parce qu'en fait, ça a été le déclenchement, les débuts d'une guerre civile. Voilà. Parce que quand vous donnez des armes à des manifestants, ou vous donnez des armes, ou envoyez des groupes armés qui viennent du Kurdistan irakien sur le sol, qui ont, ce qui n'a pas été dit là, mais je le dis pour qu'on ait aussi un tableau le plus complet possible, c'est qu'il y a eu des policiers iraniens qui ont été tués, brûlés vifs et décapités. C'est un peu c'est la même chose qui s'est passé en Syrie. C'est comme ça qu'ils ont déclenché la guerre civile en Syrie. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des bavures du côté de la police iranienne? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés et torturés sans qu'ils aient commis d'actes délictueux ni quoi que ce soit? Je n'en sais rien. C'est possible. Voilà, c'est possible. Supposons que ce soit vrai. Le départ, ça a été manipulation économique monétaire et envoi de groupes armés. Donc le régime des ayatollahs, dit-elle, comme à son habitude, tire à balles réelles sur les civils. Les Iraniens sont les grands perdants des décisions de leurs dirigeants et des puissances occidentales. Le régime a coupé Internet il y a quelques jours. Lorsque je reprendrai contact avec mes proches, je sais ce qu'ils m'annonceront, des morts par milliers. Nous avons plus que jamais besoin d'un changement de régime et étant donné le peu de choix qui s'offre à nous, nous nous tournerons évidemment vers le moins pire, pas la vie. Je sais très bien ce que vous en pensez et voici plusieurs arguments. Donc déjà avant de continuer, alors quand vous dites nous, ça n'engage que vous et certainement beaucoup d'Iraniens de la diaspora. Maintenant, pour ce qui est des Iraniens en Iran, est-ce qu'il y a des royalistes qui sont nostalgiques du précédent régime des Pahlavis? C'est possible. Combien ils sont, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut dire, premièrement, c'est que le fils, donc l'héritier Reza Pahlavi, a appelé
les Américains à bombarder son propre pays. Son propre pays. Je rappelle que l'année dernière, durant la guerre des 12 jours, les Israéliens ont tué à peu près 1 millier de personnes. 1 millier de personnes. Et là, on est, je crois, il y a quelques jours à 1800 personnes, 1800 Iraniens tués par la coalition israélo-américaine, dont les 168 fillettes bombardées dans une école. Donc, Pahlavi, donc l'héritier du Shah, valide cela, puisque d'ailleurs il a été piégé par des, des Russes qui se sont fait passer pour des Allemands et pour des représentants du gouvernement allemand, et qui lui annonçaient que l'Allemagne comptait bombarder son pays, l'Iran, et il était très enthousiaste à cette idée. Voilà. Donc c'est quand même curieux pour un dirigeant, ou quelqu'un qui aspire à devenir le dirigeant d'un pays, soutenir des bombardements des États-Unis, d'Israël, qui tuent son propre peuple. Ça, c'est quand même très curieux. Donc je sais pas, j'ai des doutes quant au nombre d'Iraniens la proportion d'Iraniens en Iran qui souhaitent voir cette personne diriger leur pays. Alors, voici ses arguments. Donc là, elle continue. Pahlavi est sous influence israélienne et américaine, certes, mais nos dirigeants actuels sont sous influence chinoise et russe. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que même la révolution de 79 ne s'est pas faite sous l'influence russe et chinoise. Les Russes et les Chinois sont des partenaires de l'Iran. Le soutien qu'ils apportent à l'Iran est d'ordre technique, militaire, technique et informationnel, et économique, puisque la Chine achète du pétrole à l'Iran. Et bon, là c'est mon domaine de compétence. Les Chinois et les Russes n'exercent aucun soft power dans la région. On peut dire qu'il peut y avoir une influence culturelle et politique sur leurs étrangers proches, l'étranger proche de la Russie et de la Chine, mais les Russes et les Chinois n'ont pas cette culture, en fait, du soft power universel à l'américaine. Ils n'orientent pas les choix politiques intérieurs et extérieurs de l'Iran, absolument pas. Ça, c'est factuellement faux. Donc on ne peut pas mettre sur un plan d'égalité Russes et Chinois et États-Unis. Alors, je continue. Dans les deux cas, cela ne profite pas aux Iraniens, sauf que dans le premier, une influence occidentale entraînera une levée des sanctions, et donc une ouverture et un retour à une économie normale. Alors, là c'est intéressant. Je rappelle, je vous rappelle, et je rappelle à ceux qui nous écoutent, qu'un accord avait été trouvé. Un accord avait été trouvé entre l'État iranien et les États-Unis sous Obama, et les Européens, et validé par une résolution de l'ONU pour aboutir donc à un accord sur le nucléaire et une levée des sanctions. Et à partir de là, à partir de la levée des sanctions, il y a eu un essor économique en Iran. La classe moyenne iranienne a pu commencer à souffler, et l'Iran, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je vous renvoie aux travaux de Thierry Coville. Là j'ai son livre près de moi, mais il est sous une pile. Thierry Coville est un économiste français spécialiste de l'Iran. Il a interdit de séjour en Iran, donc c'est pas un agent, iranien, mais cela il l'avait bien mis en évidence. Et si vous pensez en fait que les Américains et les Israéliens veulent du bien à l'Iran, je vous rappelle que sans aucune raison, aucune justification objective, Donald Trump en 2018 a mis un terme à l'accord sur le nucléaire et a rétabli les sanctions contre l'Iran. Et pourquoi il a fait cela ? Parce que c'était une promesse de campagne faite à l'AIPAC, le lobby pro-israélien. En juin 2016, donc juste avant son élection,
Il a prononcé un discours rédigé par Jared Kushner, son gendre, devant l'AIPAC, où il promettait à l'AIPAC de réaliser son souhait, le souhait de l'AIPAC, à savoir rétablir les sanctions contre l'Iran et sortir de l'accord sur le nucléaire. Donc vous voyez bien, et si on prend l'historique, donc là vous avez critiqué ce que vous appelez le régime des ayatollahs. Mais si vous regardez la séquence, par exemple, depuis les années 80 jusqu'à l'arrivée d'Ahmadinejad au pouvoir, en fait, il y a eu en Iran des gouvernements successifs, notamment de Rafsanjani, de Khatami, qui font partie de l'aile libérale et plutôt pro-occidentale, disons. Et ça n'a pas porté ses fruits, puisqu'il y a eu l'arrivée au pouvoir, déjà des pressions énormes du lobby pro-israélien aux États-Unis et du Congrès juif mondial, notamment à l'époque de Clinton, pour accentuer les sanctions contre l'Iran et interdire les entreprises américaines de commercer et de passer des contrats avec les entreprises iraniennes. Donc le lobby pro-israélien a fait pression sur les États-Unis pour augmenter les sanctions économiques contre l'Iran. Et l'augmentation des sanctions économiques et le durcissement de la politique extérieure des États-Unis vis-à-vis de l'Iran a pour conséquence directe le durcissement du pouvoir iranien. Vous voyez bien la séquence. Ahmadinejad est arrivé au pouvoir, si ma mémoire est bonne, en 2004. 4 ans après l'arrivée au pouvoir de George W. Bush et l'arrivée donc au pouvoir des néoconservateurs aux États-Unis. Et de l'influence énorme du lobby pro-israélien aux États-Unis, donc contre l'Iran. Et à partir de 2003, ils ont mis en place donc, des lois et des organisations pour déstabiliser l'Iran. Et donc Ahmadinejad est arrivé au pouvoir en 2004 avec un discours et une politique plus dure. Donc on voit bien qu'il y a un lien de causalité directe entre la politique américaine et israélienne vis-à-vis de l'Iran et le durcissement du pouvoir iranien. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et autre chose, vous dites que si on tend la main aux Occidentaux, si on se soumet aux Occidentaux, on aura une levée des sanctions. Mais l'objectif des Israéliens qui mènent la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Iran n'est pas n'est pas le changement de régime. Ce qu'ils veulent, c'est un Iran qui est détruit, qui est faible, tout comme l'Irak de Saddam Hussein. On aime ou on n'aime pas. Mais l'objectif n'était pas simplement de faire tomber Saddam Hussein ou de changer le régime et d'apporter un régime libéral en Irak. C'était de détruire l'Irak. C'est ça qu'ils veulent pour l'Iran. Donc ne soyez pas naïfs et ne soyez pas naïfs. L'objectif des Israéliens et des Israéliens, je ne parle pas des Américains qui ont d'autres objectifs, mais l'objectif des Israéliens, c'est la destruction de l'Iran. Et à supposer que l'Iran connaisse un changement de régime, donc un régime plus libéral et qu'il a de bonnes relations avec l'Occident, avec les États-Unis, Israël ne tolérera pas que l'Iran, supposons un gouvernement iranien nationaliste, parce que j'imagine que vous êtes patriote, donc, et comme la majorité des Iraniens, plutôt nationaliste, eh bien, si c'est un gouvernement totalement laïque, sans ayatollah, plutôt libéral conservateur ou libéral nationaliste, eh bien, les Israéliens ne le toléreront pas. Ils ne toléreront pas qu'il y ait une puissance rivale, l'Iran, qui existe avec sa sphère d'influence, etc. Ils voudront détruire l'Iran. Donc ça aussi, il faut que ça soit bien clair dans votre esprit. Et là, ça, c'est mon domaine de compétence. Et l'histoire récente nous a démontré cela. En Irak, en Syrie, en Libye, au Liban aussi. Et là, maintenant, ils visent carrément l'Arabie Saoudite et la Turquie. Donc, en Turquie, il n'y a pas d'ayatollah.
En Turquie, c'est pas une tyrannie. Les Turcs ne se plaignent pas d'être tyrannisés par Erdogan, même si Erdogan, c'est pas, je suis pas un pro Erdogan. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'Israël commence à menacer la Turquie. Donc c'est pas une question de régime ou de liberté. C'est qu'ils ne tolèrent pas de concurrents régionaux. Je poursuis. Le peuple iranien ne profite pas et n'a jamais profité des ressources naturelles de son pays. Autant choisir un régime qui massacrera le moins de nos citoyens. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les Iraniens n'en profitent pas. Je rappelle qu'en 1953, il y a eu un coup d'État organisé par la CIA et le MI6 contre le Premier ministre de l'époque qui s'appelle Mossadegh, qui avait nationalisé le pétrole iranien qui avait été quasiment confisqué par les Britanniques. Donc il l'exploitait. Mossadegh fait une révolution nationaliste, c'était pas un ayatollah. C'était pas un ayatollah non plus. C'était pas un dictateur, c'était pas un tyran. C'était un nationaliste iranien, en fait, classique, qui a pris le pouvoir et qui a nationalisé le pétrole. En 1953, ils l'ont fait tomber. Le MI6 et la CIA. Qui est-ce qu'ils ont mis à sa place? Les Pahlavis. Les Pahlavis. Parce que les Pahlavis, c'est pas une grande dynastie qui a régné sur l'Iran pendant des siècles. Non, ce sont des gens qui ont été mis au pouvoir par les Britanniques et les Américains. Et à partir du moment où Pahlavi, à l'époque, a commencé à avoir des ambitions géopolitiques, des ambitions pour sa nation, parce qu'il y a des forces puissantes historiques qui font que, quel que soit le dirigeant en Iran, eh bien, oui, il y a cette force sous-jacente nationaliste, de la fierté iranienne, qui pousse à une logique de puissance. Eh bien, il a été abandonné à ce moment-là. Bien sûr, il y a eu la révolution qui couvait, la révolution qu'on va appeler ensuite la révolution islamique et qui l'a fait tomber. D'ailleurs, je vous renvoie une vidéo du Shah, je crois 1 an avant sa chute, où il commençait à pointer du doigt le lobby pro-israélien. Il voulait obtenir l'arme atomique, puisqu'il disait pourquoi est-ce que l'Iran, une grande nation plurimillénaire, n'aurait pas le droit d'avoir une arme atomique, alors que des petits pays insignifiants ont le droit d'avoir l'arme atomique. Il pointait du doigt Israël à l'époque. Et Israël ne pouvait pas tolérer une puissance qui s'émancipe. Je referme cette longue parenthèse. Ah oui, non, j'ai pas fini. Vous vous dites pourquoi est-ce les Iraniens ne profitent pas du pétrole? Bien, à cause des sanctions. Ça fait 45 ans que l'Iran est sous sanctions des États-Unis. Donc c'est pour ça, je veux dire, avec un pays avec avec une éducation aussi, un niveau d'éducation aussi élevé, autant d'ingénieurs, etc. S'il n'y avait pas eu les sanctions, l'Iran serait une grande puissance économique régionale. Ce sont les sanctions qui l'ont empêché, avec ou sans ayatollah en fait. Alors, on est déjà à 24 minutes, mais de toute façon, comme c'est de l'actualité, ça ne déplaira à personne. Alors, Pahlavi, voilà. Pahlavi est un traître vivant aux États-Unis, point d'interrogation. Aujourd'hui, les traîtres sont les mollahs qui tuent et torturent les Iraniens par milliers. L'un n'empêche pas l'autre. Encore une fois, le choix du moins pire doit être fait et le Shah est malheureusement la seule figure qui nous permette une transition. Alors ça, c'est aux Iraniens de le décider. Hein. C'est pas à moi. Les Israéliens et les Américains financent des agitateurs et des manifestants, point d'interrogation. Très certainement, oui. Mais beaucoup de mes compatriotes ne sont pas financés. Encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. La situation n'est pas binaire. Nous n'en pouvons plus du régime. Vous vantez souvent l'éducation des Iraniens. Ne pensez-vous pas que nous sommes aptes à décider pour nous-mêmes? Bah oui, justement. Les Iraniens sont aptes à décider pour eux-mêmes.
Ils n'ont pas besoin que les États-Unis leur parachutent un pantin, comme s'il n'y avait pas en Iran de gens compétents ou légitimes pour diriger le pays. D'ailleurs, on dit régime des ayatollahs, etc. Mais qui est-ce qui a rigidifié le régime iranien et qui est-ce qui vient là, de le rigidifier en assassinant le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, en tuant 168 fillettes dans une école. Qui est-ce qui a rigidifié le régime? D'autant plus que dans le système iranien, on voit bien que Ali Khamenei jouait le rôle de modérateur d'une certaine façon. C'est lui qui a émis une fatwa en 2003 interdisant la production d'armes atomiques. Et on voit bien que dans les réponses militaires faites par l'Iran en 2024, suite à 2 agressions israéliennes et l'année dernière, suite à l'agression israélo-américaine, on voit que les réponses avaient été très mesurées. De par la présence du guide suprême. Et ils ont assassiné le guide suprême, et on voit bien que la réponse a été beaucoup plus... Bon, du fait qu'ils ont assassiné le guide suprême, du fait qu'ils ont assassiné aussi des fillettes, des innocentes et des civils, la réponse a été plus brutale. Mais aussi, je pense, du fait de l'absence du guide suprême Ali Khamenei. Et en fait, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui en Iran, ce sont ceux qui mènent la guerre. Et donc en réalité, si on réfléchit bien, la chute du clergé, disons, dans le système actuel, la chute du clergé entraînerait très probablement une rigidification du pouvoir iranien. Parce que c'est un État qui est en état de guerre, qui est attaqué de l'extérieur. Les attaques économiques, les pressions militaires et là, la guerre ne font que rigidifier le régime. Alors que si vous aviez eu, dès le départ, euh, une levée des sanctions, pas de sanctions du tout, imaginez que depuis la révolution de 79, il n'y ait pas eu de sanctions contre l'Iran. Pas de guerre contre l'Iran, pas de sanctions économiques contre l'Iran. Ben, vous auriez eu une évolution normale suite à une révolution, une évolution normale. Je ne dis pas vers un libéralisme, mais on voit bien que les révolutions qui ont été menées, par exemple, en Europe, qu'elles soient religieuses ou pas, étaient très radicales au départ, très radicales. Puis, avec le temps, ça s'est assoupli. Mais si vous êtes dans un système politique post-révolutionnaire qui est attaqué sans cesse de l'extérieur avec des sanctions économiques, etc., vous allez avoir une rigidification tendancielle de ce régime. Si vous prenez par exemple les révolutions qu'il y a eu, révolution religieuse, luthérienne en Allemagne, la révolution française de 1789, la révolution puritaine même en Angleterre, au XVIIe siècle, dans la plupart des cas, c'était des révolutions, sauf la révolution française, même si elle ne disait pas son nom, bref, on ne va pas rentrer dans ce détail, c'était des révolutions religieuses en Allemagne, en Angleterre. Et c'était même des puritains. Et donc c'était des révolutions extrêmement violentes, alors que la révolution de 79 en Iran était très peu violente, avec très peu de morts. Et puis, ces révolutions religieuses ont évolué, et puis se sont normalisées avec des régimes politiques stables, etc. Mais le fait d'attaquer en permanence l'Iran, les sanctions, etc., ne font que rigidifier le régime. Et là, on va voir, ça va continuer à se rigidifier. Et encore une fois, l'objectif des Israélo-Américains, c'est pas d'abattre le régime des ayatollahs. Ils se fichent complètement que ce soit des ayatollahs ou des laïcs. En Irak, c'était un régime laïque. En Syrie, c'était un régime laïque. En Libye, c'était un régime qui revendiquait l'islam, mais qui était plutôt socialiste. Ça ne change strictement rien à l'affaire, en fait. Entre un régime qui massacre son peuple et qui vend nos ressources aux Russes et un régime qui ne massacre pas son peuple et vend nos ressources aux Américains, que croyez-vous que nous allons choisir? Alors je ne sais pas trop ce qu'ils vendent aux Russes, puisque les Russes ont du gaz et du pétrole à foison.
et des matières premières à foison. Et ils sont autosuffisants sur le plan alimentaire. Donc je ne sais pas trop ce que l'Iran vend aux Russes. L'Iran vend du pétrole aux Chinois, mais vous n'allez pas vous plaindre de cela, puisque ça fait, ça fait rentrer de l'argent, malgré les sanctions. Le moins pire de ces... Alors, hein, ce que nous allons choisir, le moins pire des deux dictateurs. Mais le problème, c'est que c'est pas vous qui choisissez. Là, ce sont les Américains qui choisissent pour vous. Ils vous disent soit c'est la guerre et vous mourrez, soit on met un pantin à notre botte à la tête de votre pays qui va vendre votre pays. Et qui va vendre votre pays. Vous allez vous retrouver dans la situation de l'époque lorsque avant que Mossadegh prenne le pouvoir. Donc il va vendre votre pays. Voilà. Votre pétrole, etc. Alors, le régime islamique est à vomir et vous semblez ne pas voir une large partie de la population iranienne qui veut sa chute et qui serait même prête à accepter la gouvernance d'un État étranger, tant la situation actuelle est catastrophique. Bon, ça n'engage que vous, donc vous dites que vous aimeriez que votre pays soit dirigé par une puissance étrangère. Après, moi j'ai rencontré des Iraniens de toutes sortes, hein, des gens qui sont opposés au régime, des gens qui sont favorables, des gens des classes moyennes, des gens des classes populaires. Et je dois dire que j'ai jamais rencontré dans le monde réel des Iraniens me tenir ce discours-là. Alors je sais qu'il y a une certaine bourgeoisie iranienne en France, même aux États-Unis, je sais, qui veulent que leur pays soit bombardé, mais c'est une minorité. Alors nous en avons plus qu'assez des Occidentaux soutenant les ayatollahs par pure opposition idéologique avec Israël. Pendant ce temps, qui paye les conséquences et meurt sous les balles? Les Iraniens. Soutenir un changement de régime ne signifie pas soutenir Israël. Soutenir le Shah plutôt que le régime islamique ne signifie pas être sioniste. Le régime actuel a censuré et réduit au silence les opposants politiques en ne nous laissant aucun choix. Si vous connaissez une tête de liste qui serait meilleure que le Shah et aurait des chances d'arriver au pouvoir, alors faites-le moi savoir, mais vous ne pourrez pas, car cette personne n'existe pas. Alors je sais pas, encore une fois, moi je suis pas iranien, je m'occupe pas de la politique intérieure de l'Iran, j'observe, je suis un observateur extérieur qui voit euh, la politique extérieure des États-Unis et d'Israël vis-à-vis de l'Iran, et avec une certaine expérience de, de cette politique vis-à-vis des autres pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Et c'est toujours le même scénario qui se répète. On nous montrait des Irakiens qui étaient contre Saddam Hussein, aujourd'hui ils regrettent tous Saddam Hussein. On nous a montré des gens qui étaient contre Assad, ils regrettent Assad aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est soit vous avez le régime que vous avez actuellement qui va très certainement se transformer dans le futur, s'il n'est pas attaqué en permanence, soit vous aurez le chaos permanent, la destruction, la guerre civile. Voilà. C'est pas, en fait, il ne faut pas croire que vous avez le choix entre Pahlavi et le régime des ayatollahs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous ne l'avez pas, ce choix-là. Voilà, bah, j'espère avoir répondu à votre question. Et en tout cas, j'ai lu votre question dans son intégralité. Donc, pour ceux qui veulent voir la suite de cette vidéo, vous allez dans la description, vous cliquez et vous vous abonnez. Et vous verrez la suite de cette vidéo. Alors,